En fait, de toute façon, dès que tu deviens un petit peu entrepreneur, ou en tout cas tu prends un chemin qui n'est pas tracé, c'est comme en alpinisme ou en escalade, tu ouvres des voies. C'est-à-dire que tu ne sais pas où tu vas. Ouais. En fait, quoi qu'il arrive, le chemin que tu vas prendre n'a pas été tracé avant. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 114 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode interview. Épisode que j'ai réalisé avec Shubham Sharma, qui est youtubeur, consultant et formateur. Aujourd'hui, il donne des formations sur l'outil Notion et il aide les personnes à automatiser leur business, leur entreprise et finalement leurs outils de travail au quotidien. Shubham nous a retracé son parcours, ses débuts de freelanceur, ses débuts de youtubeur également. On a parlé de beaucoup de choses dans cette interview. On a parlé de lui, d'où il vient, finalement, de ce qu'il faisait avant et comment il en est arrivé là aujourd'hui. On a parlé de YouTube, comment craquer le game de YouTube. Il nous a donné ses meilleurs conseils. On a parlé de ses routines d'entrepreneur. On a parlé de plein de sujets, comme vous en doutez, comme à chaque fois, avec tous mes invités. J'étais vraiment ravie d'avoir Shubham parce que, comme je lui dis à la fin de l'épisode, j'ai l'impression qu'on a eu un condensé de lui, de son parcours, de qui il est, de comment il voit les choses, autant personnellement que professionnellement. Et on a eu aussi des conseils très concrets, très applicables tout de suite, maintenant, que ça soit sur YouTube ou finalement sur tout ce qui est autour du no-code et de l'outil Notion. Je vous souhaite une très belle écoute et merci d'avance d'avoir écouté ce podcast en entier. Hello Shubham, Salut. comment vas-tu? Bah écoute, très très bien. Je suis très content d'être là et merci de m'avoir invité. C'est vraiment une super opportunité pour moi pour pouvoir parler à ton audience. Donc je suis très content. Super. Eh ben écoute, c'est moi qui suis ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel. Donc bienvenue. Bienvenue sur ce podcast. Tu es le 114e épisode. Donc j'ai eu pas mal d'interviews avant toi, mais je suis vraiment vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Je pense qu'on va parler de plein de choses très intéressantes. Déjà, dans un tout premier temps, tu sais, ma toute première question et ma thématique, c'est le pitch. Est-ce que tu pourrais te pitcher et peut-être le faire en 30 secondes? Qui es-tu et que fais-tu? Écoute, je vais mettre le chrono et en même temps, du coup, ça me challenge un peu parce que il faut le faire de manière précise, il faut le faire rapidement et donc je vais me prêter au jeu. Donc je m'appelle Shubham Sharma. Aujourd'hui, j'aide toute personne qui travaille avec un ordinateur, qui utilise son ordinateur à être plus productive, à utiliser des meilleurs outils, des meilleures méthodes. Tout ça pour un peu naviguer le monde technologique, le brouillard technologique qui l'entoure. Parce qu'on est dans un monde dans lequel il y a plein de choses qui changent. La technologie fait partie de ce changement ou en tout cas lead ce changement. Et j'ai juste envie que toute mon audience et toutes les personnes qui interagissent avec moi soient préparées à ce nouveau monde. Voilà ce que je fais. Très bien. Est-ce que tu as tenu le timing? Parce que moi, Ouais, personnellement, j'ai pas mis le créneau. je suis à 25 secondes, donc ça va. Bravo. Ok. J'ai senti qu'à un moment donné, tu voulais peut-être prendre un tout petit peu plus de temps. Et après, tu t'es dit, tiens, tu t'es peut-être un petit peu recadré à un moment donné. Ouais, parce que j'ai vu l'heure filer, enfin le temps filer, et puis de toute façon l'essentiel il est sur la navigation de ce nouveau monde, parce que la vision long terme c'est que de toute façon il y a tellement de choses qui sont en train de se passer, c'est qu'on est constamment obligé en fait de se former, d'apprendre à utiliser de nouveaux outils, à utiliser de nouvelles méthodes, et qu'en fait l'école nous a toujours un petit peu appris à dire c'est comme ça et c'est comme ça que ça a marché. Or, le monde ne marche pas comme ça du tout, surtout avec l'IA, avec le no-code, avec tous les outils qui nous entourent. Et donc, c'est un peu faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a ce nouveau monde. Donc, c'est vraiment dans la navigation de ce brouillard technologique. Ouais. Je pense que c'est plus pertinent. C'est très pertinent et c'est très clair. Merci pour ça. Écoute, j'ai 3 questions pour apprendre à se connaître un peu plus au début du podcast. Moi, je voudrais savoir si tu étais demain millionnaire et que tu avais 15 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, comment tu répartirais cet argent? Qu'est-ce que tu ferais avec? Dans quel but? Dans ma vie perso ou dans ma vie pro? Ah, tu peux répondre comme tu as envie. Ok. Bah, 15 millions sur le compte en banque. Déjà, je me dirais, mais pourquoi j'ai autant attendu avant de répartir? Mais admettons, tout d'un coup, ça arrive. Je pense que je répartirais entre ma vie perso et ma vie pro et on va dire mon investissement. Donc, je prendrais un peu
ce triptyque. Au niveau de l'investissement, je pense que ça sera en 70% on va dire en peu risqué et 30% pour s'amuser un petit peu. Donc peu risqué, immobilier, etc. Et puis pour s'amuser, tous les trucs un peu sympas, folkloriques qu'on peut entendre en investissement. Sur la partie purement perso, je pense que le niveau de vie augmenterait pas forcément parce que j'ai déjà un niveau de vie très correct pour moi et c'est pas sur ça que je vais forcément qui va coûter le plus cher. Je pense c'est faire peut-être encore un peu plus plaisir aux gens qui m'entourent, peut-être faire des expériences encore plus dingues, vivre des trucs que peu de gens peuvent vivre, etc. Donc plutôt ça, donc des ascensions, des choses, des expériences insolites. Et sur la partie pro, je pense que ça serait investir plutôt dans une équipe où je me poserais pas la question de combien je la paye et prendre que des rockstars et d'avoir une sensation de qu'en fait c'est bien, on fait du cash, mais c'est pas vraiment uniquement pour ça que je le fais. Ça veut pas dire que c'est le cas aujourd'hui, mais c'est juste que le fait de pouvoir payer les gens à un prix exorbitant, enfin un prix qui est haut, ça permet d'avoir un bon ROI de leur part aussi, parce qu'ils sont payés très cher. Donc voilà un petit peu ce que je ferais au niveau des investissements des 3 parties. Voilà. Trop cool, ok, bien, chouette. Et quand tu dis t'amuser un petit peu, c'est quoi? C'est la crypto? C'est quoi c'est la bourse? C'est des choses comme ça que t'aimes bien? D'un point de vue investissement? Ouais. Bon, je pense que moi j'aime beaucoup l'immobilier, j'investis pas mal en immobilier, donc déjà pour moi l'immobilier ça fera partie ça serait une grosse partie du type d'investissement. Après quand je dis je m'amuse un peu, c'est plutôt start-up, un petit peu de crypto, mais des choses un peu plus folkloriques, genre art, montre, etc. Plus ça, parce que l'immobilier c'est la base et je considère que c'est un investissement que moi j'aime beaucoup parce qu'il me permet de communiquer avec des gens qui sont pas devant un ordi, et ce que je fais tous les jours c'est de communiquer avec des gens qui sont devant un ordi, donc ça me permet moi aussi de me level up quoi, donc monter en compétence là-dessus. Donc voilà, ce serait plutôt ça, plutôt startup, startup, bourse. Cool, ok, merci. Deuxième question pour apprendre à se connaître un peu plus. J'aimerais savoir, est-ce que tu as des mentors ou des personnes qui t'ont inspiré, surtout à tes débuts, pour oser te lancer, pour se dire, ok, moi aussi c'est possible pour moi d'y arriver, de faire des choses. Est-ce que tu as eu des gens comme ça? Je pense que j'en ai eu plein tout au long du parcours et sur différentes disciplines. En fait, moi j'ai je parle souvent de ce concept de board meeting dans ta tête. Donc en gros, c'est des mentors, des gens dont je connais le contenu quasiment par cœur tellement j'ai écouté. Et souvent quand je me pose des questions ou j'ai des décisions compliquées à prendre, du coup je me pose la question de comment est-ce que cette personne aurait réagi ou comment est-ce que cette personne aurait répondu. Et donc il y en a plein, ces gens-là. Il y a Tim Ferriss que j'aime beaucoup sur la partie un peu type de vie, l'intentionnalité de la vie, l'expérimentation. Gary Vaynerchuk que j'ai beaucoup regardé à un moment donné quand je me lançais pour comprendre le marketing. Moi je viens du monde de la tech, et donc c'était un super moyen pour moi de m'acculturer à ce monde. J'ai Joe Rogan qui sur la partie podcast, donc média, mais aussi sur la partie le fait qu'il a fait du stand-up, le fait qu'il ait eu une carrière, qu'il ait eu plein de facettes dans sa carrière, ça m'impressionne. En France, il y a Alexandre Astier que j'aime beaucoup, pareil sur la partie culture, mais aussi la manière dont il voit le monde. Donc en fait, j'ai on va dire un panel énorme de gens qui m'inspirent, dont je me nourris du contenu, et évidemment ma réflexion et tout ce que j'en fais en est influencé. Et donc, je t'en ai cité quelques-uns, mais ouais, il y en a pas mal. Il y a Naval Ravikant que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré. On va dire sur toutes ces personnes-là, c'est sur les 5 dernières années, ça m'a beaucoup inspiré. Mais si je regarde vraiment tout au début, c'est-à-dire quand j'ai commencé à publier peut-être sur YouTube ou quand j'ai commencé le freelance, je dirais Tim Ferriss, c'est un des premiers, quoi. Cool. Ok, je crois qu'il a inspiré beaucoup de gens au début surtout. Ouais. Ce changement de vie comme ça. Et justement, j'ai envie d'embrayer tout de suite avec la question sur toi, sur ton parcours. Alors je sais que tu l'as quand même beaucoup répété et que pour ceux qui te suivent, ils connaissent ton parcours par cœur. Mais j'aimerais refaire peut-être dans les grandes lignes. Tu dis que tu viens du monde de la tech et que au début, tu t'as inspiré. D'où tu viens, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce que tu fais aujourd'hui?
Ouais. Bah écoute, moi donc grossièrement, moi je suis venu en France quand j'avais 6 ans, je suis né en Inde et à partir de ce moment-là, j'ai grandi avec mes grands-parents en banlieue parisienne et donc j'ai à ce moment-là, je suis tombé, on va dire, dans l'informatique un peu bizarrement. J'avais un, un voisin dont le père était hyper fort en tout ce qui est ordinateur, etc. Et puis à un moment donné, lui avec son pote, bah, il réparait des tours, donc tu sais, des unités centrales d'ordinateur. Puis moi, je traînais un peu avec eux vu que j'avais pas grand-chose à faire. Et puis petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce que c'était qu'une RAM, etc. Et en fait, de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai trouvé un ordi, je l'ai réparé. Et du coup, j'avais mon premier ordinateur à hyper tôt, alors que personne n'avait les moyens dans ma famille pour acheter un ordi. Mais moi, je l'avais en gros chopé dans la rue parce qu'il était cassé, je l'ai réparé. Et du coup, j'avais un ordi. J'avais pas de connexion Internet, mais j'ai commencé à bidouiller, à faire des choses, commencer à coder. Puis quand j'ai une connexion Internet, là, du coup, j'ai appris à coder, etc. Donc très vite, en fait, je m'amusais dans ce côté très cartésien, très intellectuel du code et je faisais des petits programmes juste parce que je m'ennuyais. Et en fait, un jour, il y a parce que j'étais devenu un peu le geek du coin, quoi. On m'appelait à chaque fois dès qu'il y avait quelque chose à réparer, etc. Et puis quelqu'un m'a demandé est-ce que tu sais faire un site internet? Et bon, pour moi, la réponse était oui par défaut parce que je connaissais Google et je savais qu'on pouvait tout apprendre. Parce que j'avais tout appris grâce à Internet. Et là, le jour où j'ai fait ce site Internet, je savais pas le faire, je l'ai appris. Et c'est la première fois que j'ai gagné, je crois que c'était un peu plus de 200 euros dans une enveloppe en cash. Et j'étais mais mind blown parce que c'était tout pour moi, tout ce moment où j'ai rien gagné alors que je savais faire des choses et qui tout d'un coup je me disais mais attends mais tout ça a de la valeur en fait. Et j'ai commencé à ce moment-là en train de me dire mais waouh, tout le paquet de fric que je pourrais me faire grâce à l'informatique, ça serait dingue. Et du coup, j'ai commencé à faire plein de sites internet, puis j'ai commencé à me lancer en freelance, etc. Et je te parle de ça, que j'étais en seconde. Donc, j'ai, on va dire, commencé à faire de l'argent assez tôt. Et petit à petit, du coup, j'ai pu développer mes autres compétences parce qu'en freelance, bah, tu parles à des clients, donc tu commences à développer des compétences plutôt humaines pour vendre, pour négocier. Puis après, tu commences à comprendre ce que c'est que le marketing parce que tu commences à bosser dans des boîtes, etc. Donc voilà, j'ai un peu eu un parcours d'un côté très informatique en école d'ingé, etc. et de l'autre côté très entrepreneurial en faisant du freelance, en bossant pour des boîtes et en apprenant ce que c'est que bien présenter les choses. Donc voilà un petit peu ce qui fait que j'ai une double casquette, on va dire tech, mais en même temps produit / marketing aujourd'hui. Ok. Et c'est marrant parce que t'as pas encore prononcé le mot notion, notion. Pour ceux qui le disent en français, je dis notion. Et no code. Alors, dis-moi un peu pourquoi il y a aussi cette bifurcation à un moment donné. En fait, c'est dans les différentes startups dans lesquelles j'ai pu bosser, il y avait une question qui était assez récurrente, qui était ouais, mais moi ça, je sais pas faire, je suis pas tech. Et euh, et donc typiquement, moi à l'époque, je bossais en marketing dans une des startups qui s'appelait Mailjet et j'avais ce truc-là qui était souvent prononcé, ouais, mais ça, je sais pas faire, je suis pas tech. Du genre, je sais pas, exporter, importer un truc, enfin des choses qui, moi en plus, vu que j'étais tech, bah ça me paraissait, mais genre c'est la base, quoi. En fait, tout le monde devrait savoir faire ça. Et en fait, ce discours, bah, je sais pas, ça fait 10 ans. Et dans ma tête, déjà, je me disais, attends, mais c'est pas normal que, tu vois, qu'on puisse être dans des boîtes hyper tech et pas se dire, genre, waouh. Enfin, quand je dis c'est pas normal, c'est que il y a une telle carence, en fait, et une telle différence entre les gens qui savent coder et les gens qui savent pas coder. Il y avait une telle différence. C'est comme s'il y avait un illettrisme digital, alors qu'en fait, il est tellement ancré dans notre monde et que tout ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est de l'électronique, c'est de l'informatique. Et comment on peut être tellement détaché de ça que nous, on sait juste faire un swipe en fait sur un ordi. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ce moment-là, en fait, où petit à petit, il y a cette réflexion qui de mon côté a émergé où en fait je voulais de plus en plus éduquer, de plus en plus vulgariser, de plus en plus expliquer aux gens qu'en fait c'est pas difficile, c'est vraiment juste une question de perception, que ça paraît compliqué parce que c'est incarné par le profil geek qui passe du temps dans sa cave à coder, mais en fait c'est pas ça, il y a plein de monde entre les deux et à ce moment-là le no-code a commencé à émerger. Et je me suis dit c'est génial en fait, c'est le no-code, c'est justement le pont entre ces deux mondes-là, le monde des gens qui savent coder et qui s'en foutent un petit peu de comment ils sont compris ou pas, et le monde des gens qui savent pas, qui ont besoin de comprendre, de savoir faire un site web, de savoir faire une automatisation, de savoir interagir avec ce monde-là. Et du coup, on a créé un pont à ce moment-là. Donc, il y a ce nouveau terme qui est né, et c'est à ce moment-là que j'ai démarré ma chaîne YouTube avec comme initialement ambition de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens qui savent eux pas coder peuvent quand même créer des sites web, créer des applis mobiles, créer des automatisations, créer des funnels de vente, créer des séquences d'email.
ce qui, il y a 10 ans, n'était pas possible. Ouais. Et on t'a déjà dit, oui, tu appelles ça du no-code, mais ça reste quand même un peu, enfin, il faut quand même un petit peu coder à des moments, je suppose, dans tout ce que tu... Bah, je sais pas, toi, par exemple, tu as déjà utilisé un outil no-code ou quelque chose qui y ressemble? Non, enfin, je pense pas. Ok. Peut-être que après j'ai fait des petites choses parce que il y a eu un moment donné où j'ai eu une boutique en ligne, donc il fallait créer des petites choses comme ça et créer son propre site puis faire des intégrations. Puis bah forcément faut mettre la main dedans, donc mais j'ai pas fait plus à mon avis. Bah, tu vois, le fait que tu sois capable de créer une boutique en ligne toute seule, bah, c'est du no-code en fait. Il y a 10 ans, c'était pas possible. En fait, Ouais, enfin, c'est 10 ans, ça. j'exagère, mais tu vois, il y a 15 ans, fallait Ouais. avoir un truc sur WordPress, avoir Joomla ou un OS Commerce. Enfin, et encore, c'était Hmm. déjà vulgarisé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils qui te permettent de faire sans forcément être un informaticien. Et c'est surtout ça, en fait, la vraie révolution. Et donc, voilà, ça m'a permis de m'intéresser à ce monde. Alors oui, il faut un petit peu coder, tout dépend de ce qu'on appelle coder. Est-ce que là, par exemple, le fait de lancer ce logiciel d'enregistrement et de savoir que ton micro est connecté, et le fait de... Bah, en fait, c'est juste qu'on a ajouté des niveaux d'abstraction pour que des gens qui sont pas forcément super techniques comprennent. Et bah C'est c'est ça. pareil, plus on a de niveau d'abstraction, plus c'est simple à utiliser. Et tout l'enjeu, c'est comment faire prendre conscience aux gens que bah, plus on va être à des niveaux d'abstraction hauts, c'est génial qu'ils puissent faire des choses, mais qu'il faut se dire que le monde technique n'est pas un monde si compliqué que Hmm. ça, et que le fait de le comprendre bah, nous donne vraiment un avantage compétitif par rapport à tout le monde, et qu'il ne faut pas le négliger, quoi. Ouais. C'est très clair en plus la façon dont tu l'expliques et bah, c'est bien pour ça qu'on te connaît, c'est pour justement cette clarté des choses très compliquées de façon très simple. Et mais justement, je voudrais revenir à cette période-là où tu te dis tiens j'ai cette idée-là. Est-ce qu'il y a déjà d'autres personnes sur le marché entre guillemets qui font comme toi, qui ont cette idée, qui ont ce truc-là, où tu te dis ok c'est un truc un peu émergent, ça se situe entre les deux. Je lance ma chaîne YouTube. Est-ce que genre tu t'es dit je suis seule ou t'as vu aux États-Unis peut-être qu'ils avaient lancé aussi avant ou est-ce que t'as eu peur de te lancer sur un truc comme ça ou tu t'es dit ok je vais juste ça va être un passe-temps et puis on verra bien. Moi, j'avais lancé ma chaîne bien avant, en 2017, mais je parlais de vulgarisation informatique, mais pas Ouais. de no-code. Mais au moment où j'ai voulu lancer le no-code, bah, je me suis dit qu'il y avait une tendance qui émergeait. Il n'y avait pas forcément quelqu'un qui en parlait. Mais si tu veux, ce qui a fait que je me suis mis dessus, euh, c'est... en gros, à ce moment-là, je me disais, OK, est-ce que selon moi, c'est un sujet important? Est-ce que les gens ont ce problème? Et je ne me suis pas trop posé la question s'il y avait des gens ou pas. Parce que la réalité, c'est que les gens, enfin demain, quelqu'un pourrait créer une chaîne qui soit exactement la même que la mienne, Ouais. mais si la manière de l'expliquer, la manière dont la personne vibe, etc. est bonne, bah ça marchera quoi qu'il arrive, parce qu'il y a de la place pour tout le monde sur Internet. C'est pas une personne qui va gagner toutes les vues, bien au contraire. Donc c'est pas vraiment ça, c'est plus est-ce qu'il y a un besoin, quoi. Ça par contre je l'ai vérifié en appelant des gens, en comprenant quels étaient le besoin des gens. Et puis moi je traînais avec enfin j'étais au contact des utilisateurs, quoi. J'étais tous les jours en train de bosser avec des Ouais. gens qui étaient potentiellement dans mon audience. Donc c'était plus le côté est-ce qu'il y a des gens qui se posent ces questions pour être certain que je suis pas dans un désert. Hmm. Donc t'as lancé ta chaîne en 2017 et à ce moment-là t'étais déjà freelance pour des boîtes, c'est ça? En 2017, je bossais encore chez Mailjet, mais ouais, j'avais commencé ma chaîne en parallèle. Et puis je l'ai reprise pendant le Covid, quand Ouais. quand à ce moment-là, je venais de commencer une boîte, mais au final, le Covid l'avait un peu arrêté. Puis je me suis dit, vas-y, let's go, je reprends ma chaîne YouTube et je la prends sous l'angle no code parce que je sens qu'il y a un besoin. J'en ai parlé à plusieurs personnes. J'avais trois sujets possibles. Soit je pouvais parler de comment aider les freelances à devenir, non, comment aider les développeurs freelance à développer leur activité encore plus, donc à mieux se vendre, etc. Il y avait comment en tant que développeur je peux créer une boîte, et il y avait sinon comment en tant que non-développeur je peux faire des choses, je peux automatiser, etc. Donc je suis passé sur la dernière étape parce que pour moi c'est là où il y avait le marché qui Hmm. allait le plus selon moi évoluer. Mais maintenant, quoi qu'il en soit, tu vois, si j'avais pris un sujet comme je sais pas le développement personnel. Alors évidemment, il y a beaucoup trop de monde dans le développement personnel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Il faut juste trouver l'angle intéressant qui soit, qui nous permette de faire du contenu sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. En Ouais. fait, c'est ça. Il ne faut pas essayer de faire quelque chose qui nous ressemble pas, etc. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on ne sait jamais ce qui va nous ressembler avant qu'on le fasse. Donc, il faut juste commencer, quoi.
Ouais, c'est un super tip ce que tu es en train de donner, c'est-à-dire que tu t'es posé des questions, tu t'es dit, OK, j'ai ces 3 marchés possibles, mais est-ce que sur 3, 4 ans, je suis capable de tenir sur cette thématique-là? Et puis finalement, c'est la dernière un peu en évaluant les besoins aussi qui a primé. Exactement. Tu as tout dit. Ouais. Ouais. OK. Et du coup, l'envie d'être entrepreneur totalement à ton compte, je sais pas, arrêter un peu le freelancing et tout. Enfin, comment tu as vu les choses à ce moment-là? Bah, en fait, j'étais encore freelance. La réalité, c'est que c'est jamais un switch. On pense souvent que c'est Ouais. blanc ou noir, ou qu'en fait, d'un coup, il faut qu'on arrête pour commencer. Non, ça se fait toujours de manière graduelle. J'étais encore freelance. Et surtout quand j'étais en train de faire ma chaîne YouTube, il y a des boîtes qui m'ont contacté pour encore bosser avec eux parce qu'évidemment, ça me donnait de la visibilité. Petit à petit, j'ai vu que ça avait un impact du coup sur ma création, donc j'ai commencé à faire moins de freelance. Donc en fait, c'est pas du jour au lendemain et pour moi c'était assez clair, en bossant en freelance sur des boîtes, enfin pour des boîtes, sur mes compétences qui étaient aider les boîtes à, en gros j'avais toute ma compétence tech que j'avais avant, donc les API etc. Et du coup je les aidais en freelance là-dessus, mais je les aidais aussi sur d'autres sujets en freelance. Mais en fait c'était la question finale, c'était est-ce que je veux être le meilleur freelancer ou le meilleur consultant, ou est-ce que j'ai envie de créer du contenu qui impacte des gens? Bah, la réponse était créer du contenu qui impacte des gens, et du coup à ce moment-là je me suis dit ok, bah ça sert à rien d'aller dans cette voie. Et est-ce que je peux me permettre d'être full-time sur YouTube? Bah, à ce moment-là, je commençais à générer des revenus avec. J'avais de l'argent de côté, et en plus, j'avais généré assez de revenus via le freelance pour me dire, ok, j'ai 1 an pour tenter le truc à 100%, quoi. Trop bien, Mm. ok. Ouais, c'est vrai que c'est bien que tu précises aussi que bah ça a été fait graduellement et que pas d'un coup. Parfois, souvent, on dit que les freelances, bah d'un coup d'un seul, ils prennent un peu la décision de dire ok, je bascule dans un autre niveau aussi parce que bah ils sentent que bah le freelancing c'est peut-être la limite pour scaler, on peut pas trop le faire, etc. Donc ils sont obligés de faire différemment. Mais toi, c'est bien, tu l'as fait dans une espèce de t'as prolongé ton parcours comme ça. Et donc du coup sur YouTube tu te laisses 1 an. Et alors bah finalement comment on craque le game de YouTube? Est-ce que tu as des petits conseils à donner et comment tu as fait toi? Bah, pour moi, il faut se poser la question de qu'est-ce que les gens cherchent, qu'est-ce que les gens regardent, Ouais, et faire un peu un mix des deux et publier souvent. En gros, pour moi, c'est vraiment ça. C'est très facile de se faire des super scénarios dans sa tête, je pourrais faire telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo, mais la réalité, c'est quand tu appuies sur le bouton upload, quoi. Enfin, et le truc, c'est que craquer le game de YouTube, c'est de faire au moins 50 vidéos. En fait, c'est ça. C'est que ouais, si tu as moins de 50 vidéos sur ta chaîne, c'est que tu t'y es pas encore mis sérieusement. Et, euh, et pour faire 50 vidéos, bah, faut au moins 1 an et demi minimum, parce que ça fait une vidéo par semaine, tu vois. Enfin, si tu postes une vidéo par semaine, sans compter les semaines de vacances et tout, c'est déjà, t'es très très sérieux. Donc, en fait, le game de YouTube, c'est un game qui est long, c'est un game qui est pas du jour au lendemain, contrairement à, selon moi, TikTok ou Instagram ou des choses comme ça, où on peut quand même prendre des bons bumps de followers assez rapidement, ouais, etc. Mais YouTube, selon moi, c'est la plateforme sur laquelle bah, faut publier, faut se créer une marque petit à petit. Et c'est pour ça, selon moi, que c'est beaucoup plus dur sur le long terme d'être sur YouTube, parce que en fait, c'est difficile de publier des vidéos 1 fois par semaine, tout ouais. simplement, quoi. Ouais, et être niché un petit peu, parce que ce que tu disais tout à l'heure, tu as choisi vraiment une thématique assez ciblée. T'es pas parti dans tous les sens. Tu as vraiment eu un angle d'attaque, la régularité, comprendre le besoin. Et du coup, comment tu faisais pour un peu connaître le besoin toujours pareil avec les entreprises avec lesquelles tu travaillais? Comment tu faisais? Tu avais créé une audience ailleurs où tu pouvais leur demander? Comment tu faisais pour vraiment savoir qu'est-ce qui allait les intéresser la semaine suivante, par exemple ou, Bah, il y avait un mix entre qu'est-ce que moi j'aurais voulu savoir il y a 2 ans, qu'est-ce que cette personne-là aurait voulu savoir il y a 2 ans, tu vois, un petit peu, ou qu'est-ce qu'elle veut savoir maintenant, quel est son problème. Et après, ça dépend tellement des thématiques, mais pour moi, ça a été très clair. Euh, en fait, il y a 3 types de vidéos. Il y a les vidéos qui ont pour but d'amener un maximum de monde qui ne vous connaît pas sur la chaîne. Donc, je sais pas, si je suis par exemple, si je fais une chaîne YouTube pour uniquement aider les entrepreneurs à mieux se vendre, et avec du pitch, etc., bah, je veux faire une vidéo, enfin, je veux dire, un style de vidéo qui est savoir, genre en gros, cette compétence permet de rendre n'importe quel entrepreneur dans le 1%, tu vois, ou en tout cas ce truc, genre, si je m'exprime mieux,
genre cette compétence va permettre à tous les entrepreneurs de passer dans les 1% ou va les détacher des 99%. Donc en fait un titre un petit peu aguicheur qui va se dire oh là là je suis entrepreneur, oui ok, mais quelle est cette compétence que je connais pas? On parle pas forcément de pitch, mais du coup on va leur faire découvrir le pitch. Et donc ça c'est le but, c'est de passer sur une audience très large mais qui est entrepreneur. Après c'est la deuxième étape, enfin la deuxième catégorie qui est pour les gens qui savent que le pitch c'est un sujet, c'est voici les 30 présentations des 30 meilleurs entrepreneurs de ces 30 dernières années. Et là, tu dis, ok, ça m'intéresse, le pitch, ok, je vais aller cliquer dessus. C'est une vidéo assez simple, 30. Limite, tu regardes les sous-titres, tu sais qui va parler de ça. Et puis, tu as une autre... t'as une autre catégorie de vidéos, c'est plus tu parles de toi, de comment tu te sens dans ton aventure, pour le côté un peu plus les gens s'attachent à toi. Et donc on va dire ces 3 catégories de vidéos. Dans ces 3 catégories, tu trouves 10 sujets à chaque fois et puis ça te fait tes 30 vidéos à faire. Ça paraît simple dit comme ça, mais en fait on est souvent en se disant ouais mais celle-là elle va marcher, elle va pas marcher, elle va marcher, elle va pas marcher. La réalité c'est que une vidéo sur 10 va marcher, tu vois. Ouais. Mais il faut publier pour que ça soit une vidéo sur 10 et c'est pas possible qu'une vidéo sur une fonctionne. Donc voilà un petit peu comment je trouve des sujets, c'est surtout selon les 3 catégories qui sont les gens qui se posent, quelles sont les questions qui se posent, tu vois. Ouais. Et en gros, où est-ce qu'ils veulent arriver et quel est le pont qui leur manque. Et tu vois, quelqu'un qui sait pas pitcher, j'imagine que tu sais les 10 trucs qui les arrêtent, c'est oh là là je suis pas assez éloquent, oh là là je suis pas bien devant une caméra, oh là là mais moi je suis timide, oh là là moi je suis introverti, oh là là moi je suis j'ai pas un business qui est clair, oh là là mais j'arrive pas à choisir, oh là... Et en fait tous ces trucs là, tu en fais une vidéo à chaque fois et voilà. Trop bien. Écoute, merci beaucoup parce que tu m'as fait ma créa de contenu sur YouTube pour l'année prochaine. Gratuitement, merci beaucoup. Je sais pas, tu me diras combien je te dois après le podcast. Mais en tout cas, c'est un très bon hack. Et puis, les personnes qui nous écoutent peuvent appliquer ça à leur thématique. Donc, du coup, renoter, peut-être réécouter ce que vient de dire Chouba, mais renoter peut-être les 3 catégories sur lesquelles vous pouvez créer du contenu. Et alors, justement, question, pourquoi justement le format vidéo, YouTube, tu sais, à l'époque, surtout toi qui donc sais faire des sites internet un petit peu, pourquoi pas le blogging ou des choses comme ça, pourquoi tu as choisi finalement ce format? Moi je suis pas très bon à l'écrit, j'aime pas trop écrire, je suis à limite dyslexique, c'est pas vraiment mon truc, alors que parler ça me plaît un peu plus. Tout simplement c'est plus une question de dans quel média je suis à l'aise. Si tu me demandais par exemple d'expliquer quelque chose, je sais pas, si tu me demandais de dire et comment les bouteilles de fer en verre sont fabriquées, je ferai 3 recherches Google. Et la manière dont je structurerai l'idée, c'est une manière très vocale que je visualise et j'arriverai à te le présenter très simplement. Il y a des gens qui font tout le contraire, qui vont plus structurer sur papier, ils vont faire des blocs. Moi, c'est pas du tout mon cas. Et surtout, dès qu'il y a des mots, pour moi, c'est du flou. Donc, c'est pour ça que la partie vidéo, c'est plus ce qui correspond à moi plutôt que juste un média, en fait, tu vois. Ok. Ouais, donc tu as choisi ça et finalement, ça a marché donc. Marcher, c'est jamais fini. Mais en tout cas, ouais. Tu as réussi à avoir une audience qualifiée. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est hyper cool. Donc, une audience qui comprend mon message, qui a les problèmes que je soulève sur ma chaîne, qui interagit, qui est contente quand je sors des vidéos, etc. Ouais. Et ça, c'était le but, ouais. Et finalement, donc, maintenant, on peut en parler, mais donc, finalement, ton cœur de métier, peut-être, est-ce que tu le fais un peu moins aujourd'hui, on va dire, parce que maintenant, on va dire que tu es plus dans la formation aussi. Tu délivres de la formation, tu as des groupes, voilà, tu gères des gens. Raconte-nous un peu tout ça. C'est-à-dire, tu veux dire que à quel point cette transition entre presque 2 métiers ou voilà lancer aussi tes formations en ligne, comment ça s'est passé? Il y a un truc dont faut en fait de toute façon dès que tu deviens un petit peu entrepreneur ou en tout cas tu prends un chemin qui n'est pas tracé, c'est comme en alpinisme ou en escalade, tu ouvres des voies, c'est-à-dire que tu ne sais pas où tu vas. Ouais. En fait, quoi qu'il arrive, le chemin que tu vas prendre n'a pas été tracé avant. Alors oui, il y a des chemins similaires, mais ce que tu es en train de faire, il y a des gens qui l'ont fait en partie, ils l'ont fait mais selon leur mode de pensée, ce qui était bien pour eux, comment ils se sentaient et quels étaient leurs points forts, mais c'est toujours une constante découverte. Donc oui, recruter des gens, c'est une constante découverte, YouTube, c'est une découverte, le fait de former les techniques pédagogiques, c'est une découverte. Donc en fait, constamment, moi, et je parlais de l'apprentissage tout à l'heure, on vit dans un monde où il faut constamment apprendre.
Donc en fait, pour moi, c'est constamment de l'apprentissage. En ce moment, c'est ok. Si tu bosses avec des gens, comment est-ce que t'expliques les choses meilleures? Comment est-ce que c'est si c'est pas clair, c'est que c'est plus de ton ressort plutôt que de l'autre personne de comprendre. Comment est-ce que en fait, pour moi, j'ai toujours des sujets sur lesquels je suis en train de progresser. Et il se trouve qu'à un moment donné, c'était YouTube. Il se trouve qu'à un moment donné, c'était la pédagogie. Il se trouve qu'à un moment donné, c'était les funnels. Il se trouve qu'à un moment donné, c'était les titres de vidéos YouTube. Et en fait, il y a constamment des choses. Et donc, je ne saurais pas te dire une transition. C'est que c'est constamment en apprentissage qui font que tu fais un chemin plutôt que bah voilà, maintenant, je suis sur ce chemin et je roule, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as eu des difficultés peut-être justement dans tout ce parcours et donc dans ces nouveautés que tu as dû apprendre, notamment sur la partie plus formation? Bah, les difficultés, elles étaient plus sur YouTube parce qu'il faut garder le rythme au long terme. Ouais. La formation à côté de YouTube, c'est facile en fait. La réalité, c'est que si tu as fait une vidéo YouTube hyper bien montée, etc., la formation, c'est tout ce que tu fais sur YouTube, c'est de la formation d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs un super avant-goût pour les gens de voir qu'est-ce que tu délivres en formation. Parce que si t'es là sur YouTube, t'es pas clair, t'arrives pas à articuler, t'arrives pas à expliquer, t'arrives pas à transmettre, à inciter, bah tu le feras pas en formation non plus. Si les gens ils regardent pas tes vidéos parce que au bout de 5 minutes, c'est pas intéressant, ils vont pas regarder une vidéo de 25 minutes. Donc en fait, je pense que la formation est bien plus simple que YouTube, et c'est d'ailleurs, on a beaucoup plus de formateurs que de youtubeurs parce que c'est selon moi une autre compétence très différente de savoir vendre une formation que de savoir faire des vidéos qui sont intéressantes. Donc pour moi, la formation, c'est pas compliqué. La formation, c'est parce que c'est aussi une de mes zones de génie, il faut pas l'oublier non plus. Moi, j'aime bien expliquer aux gens, etc. Donc moi, mes problématiques, elles n'étaient pas forcément souvent en formation, elles étaient plutôt sur YouTube, sur comment tu fais pour continuer à publier alors que ça t'apporte pas d'argent dans un premier temps. Et que du coup, faut avoir sa vision long terme, faut être clair. Et une fois que ça marche un petit peu, c'est à ce moment-là que tu commences à te dire, ok, bah je vais commencer à former des gens parce que j'ai l'impression que ce que j'explique, bah les gens sont intéressés par, ils sont prêts à payer parce que je règle un problème qui pour eux est une souffrance et pour lesquels ils mettent une valeur dessus. Et bah très bien, on trouve un positionnement et on fait une formation. Aujourd'hui, dans les deux, une sur l'automatisation et une sur Notion. Mais je me suis pas dit initialement, oh, je veux faire une formation sur Notion. C'est plus en faisant des vidéos. J'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de demandes là-dessus. Mais la base reste les vidéos, quoi. Ouais. Ok, très clair, très positif comme je pense moyen de voir les choses. Tu dis ok, qu'est-ce que je pourrais apprendre de nouveau aujourd'hui? Puis ça, il faut le faire. Bah, je le fais. Et c'est bien. Tu parlais de constance sur YouTube. Justement, j'avais noté une petite question pour toi. Quelle est ta routine pour justement soit garder une constance, soit te garder ta motivation, ta détermination? Tu dis que tu as ta vision à long terme qui a été travaillée, mais est-ce que tu as une routine comme ça ou tous les jours ou toutes les semaines, je sais pas, et puis tu ancres des choses quotidiennement qui font que ça nourrit finalement ta vision à long terme? Je pense une des plus importantes, c'est celle que quand je suis sur YouTube et que je vois un truc sur lequel je vais cliquer, je screenshot et je le mets dans un dossier parce que ça veut dire que c'est le genre de vidéo ou en tout cas il y a un truc dans ce titre et cette miniature qui me fait cliquer. Et du coup j'ai un dossier avec je sais pas 500 screenshots de titres et de miniatures qui sont attractifs, qui donnent envie de cliquer. Et du coup, le moment où je me pose pour faire une vidéo, je démarre pas de zéro. Je me dis, ah tiens, cette miniature, ce titre est intéressant, ça c'est intéressant. Donc ça, c'est plutôt la routine. Mais tu vois, j'aurais pas à te dire comme un stand-upper, j'écris tous les matins 30 minutes, c'est pas vrai, parce que l'écriture, c'est pas mon truc. Ouais. Par contre, ouais, parler avec des gens et faire ce travail de screenshot et de regarder quand est-ce que c'est bien et de screenshotter, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. On le fait pas tous, hein, de dire, ok, là, il y a quelqu'un qui nous a dit un truc, d'avoir le réflexe de noter. Justement, je suppose que tu notes tout dans Notion, ton petit dossier, il est dans Notion? Je prends un screenshot et j'envoie vers Notion, ouais. Ok. Du coup, tu as sorti il y a pas longtemps qu'il y avait l'automatisation, c'est ça qui s'est mis en place? Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur l'outil Notion et finalement en quoi ça pourrait nous être utile de l'utiliser avec l'automatisation, surtout nous, les créateurs de contenu, solopreneurs, délivreurs de services, on va dire. Ok, Notion, c'est un peu un outil all-in-one pour ceux qui connaissent pas, donc tout en un qui permet à la fois de vous organiser, de prendre des notes, de structurer un peu votre activité. Et donc, c'est un peu une grande boîte de Lego dans laquelle on peut tout construire. Le problème avec la boîte de Lego, c'est que oui, il peut y avoir des schémas pour nous faire construire des choses intéressantes pour faire une chose, mais on peut vraiment tout construire. Et Notion devient hyper intéressant quand on adapte l'utilisation de Notion à notre besoin. Et notamment, une des fonctionnalités qui est récemment sortie, c'est l'automatisation. C'est-à-dire que
si quelque chose se passe ici, alors fais cela. Donc, par exemple, si dans mon calendrier de contenu, je viens d'avoir l'idée, j'ai écrit un titre et une miniature et que j'ai passé ça dans la colonne montage, une fois que j'ai filmé, le monteur reçoit une notification en disant c'est bon, c'est prêt. Avant ça c'était pas possible, ce genre de petite automatisation qui vont nous faire gagner un petit peu plus de temps. Donc c'est ça un peu d'un côté Notion et ce que c'est qu'un peu l'automatisation. Il y a plein d'exemples et notamment j'ai fait une vidéo qui explique un petit peu quels seraient les 3-4 exemples pour utiliser ça. Ouais, c'est incroyable. Et en fait, ça permet une productivité et un gain de temps incroyable, je pense. Enfin, bon, de toute façon, c'est le but, à mon avis, je pense. Mais c'est surtout que la vérité, c'est que tout va tellement plus vite. Ouais. C'est vrai qu'on perd du temps à faire des choses en tant que créateur de contenu. Et donc, du coup, là, toi, tu as des apprenants sur ces 2 formations actuellement. C'est les 2 formations que tu as? Ouais, la formation sur l'automatisation sur un outil qui s'appelle Make, qui est un autre outil d'automatisation, et une formation sur Notion, qui est plus une formation où j'explique aux gens comment utiliser Notion. Ouais, c'est clairement ces 2 grosses formations que j'ai. Ouais. Ok. Et tu as combien d'apprenants jusqu'à présent depuis le début? Là, toute formation confondue, je dois en avoir à peu près 500 dans une et 600 dans l'autre, quelque chose comme ça. Trop bien, ok. Ouais, et moi, tu sais, Shubham, je t'ai vu en vrai au séminaire d'Aline l'année dernière. Voilà, donc d'ailleurs, j'étais assise pas loin de toi. Et en fait, je me posais une question. Je me suis dit, finalement, tu vois, passer du virtuel à la réalité, comment tu l'as vécu, le fait de donner des conférences comme ça aussi régulièrement? Est-ce que c'est un exercice qui te plaît? Comment tu vis les choses? J'ai un petit, je triche un peu parce que c'est un métier que j'ai fait pendant un petit moment. À un moment donné, je faisais pas mal de conférences. Donc en fait, c'est quelque chose qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour YouTube, mais aussi c'est une posture que j'aime bien avoir. C'est quelque chose dans lequel je me sens naturellement bien. Donc moi, c'était plutôt retrouver quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps. Ah, trop cool. Ouais, je crois, il me semblait que tu l'avais bien mentionné pendant le séminaire. Est-ce que tu as d'autres choses en présentiel qui vont venir bientôt? Pas forcément, je t'avoue que je décline beaucoup de choses tout simplement pour pas me laisser un peu déborder par on va dire les événements de chacun, mais plutôt que par mes objectifs, mes envies à moi. Donc c'est plutôt ça. Pour l'instant, je dois avoir des petites choses par-ci par-là, mais généralement je fais pas beaucoup parce que y a tellement de choses à faire là en ce moment sur YouTube, sur les formations, etc., que je préfère me focus là-dessus parce que si je fais une conférence et qu'il y a 200 personnes, j'impacte les 200 personnes. Si je fais une vidéo et qui a fait 20 000 vues, j'impacte 20 000 vues, 20 000 personnes. Donc c'est un peu ça. Ouais, exact. Et justement, est-ce que tu comptes donner des formations ou avoir un espèce de programme un peu hybride où tu vas retrouver du présentiel, ou toi tu veux faire vraiment que du 100%? Je suis pas fermé à l'idée d'eux, mais bon, c'est pas dans mes priorités. Pourquoi pas? Mais c'est pas dans mes priorités aujourd'hui, tu vois. Pourquoi pas? Ça pourrait être un coup. Ce que a fait Aline, c'est vraiment top. Malheureusement, c'est dans la partie logistique, etc. C'est pas des problèmes que j'aime bien avoir. Et bon, après, certes, ça peut être délégué, etc. Mais bon, c'est pas. Je pense que j'ai autre chose pour l'instant à faire qui est beaucoup plus cool, sur lequel je m'éclate beaucoup plus. Mais pourquoi pas dans 1 ou 2 ans faire des trucs comme ça. Mais en tout cas, encore une fois, c'est des nouvelles voies à ouvrir. C'est toujours des nouveaux apprentissages, mais c'est pas le genre d'apprentissage pour l'instant que je veux. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va m'éclater de le faire, ouais. Ouais, ok. Ouais, tu sentiras le moment quand ça sera bon pour toi de retrouver voilà ces choses-là. Et justement, comment tu fais pour ton équilibre vie pro, vie perso? T'as des locaux, t'as des bureaux, tu travailles de chez toi. Comment tu t'organises? Je travaille de chez moi. Je suis tout dépend. J'ai des moments un peu jachère où je bosse vraiment pas beaucoup, genre 1 heure par jour. Ah ouais. Et j'ai des moments où je suis à fond et je bosse 8 heures par jour, quoi. Et en fait, ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis pas du tout, où je vais être à Bali, où je vais être dans un autre monde ou en train de voyager. Et puis il y a des moments où je reste chez moi pendant 2 mois parce que j'ai un projet à sortir. J'essaye de trouver des moments où il y a de la routine et des moments où il y en a pas, ce qui m'oblige un petit peu à pas m'enfermer dans une routine, mais en même temps apprécier les moments où il y a de la routine. Donc si tu veux, c'est ça mon équilibre à moi. Je pense que les moments où je bosse pas trop, c'est là où j'ai toutes mes idées, et le moment où je bosse, c'est là où j'en ai aussi, mais je me focus sur celles que j'ai eues avant pour éviter de tout le temps être dans ce truc de j'ai trop d'idées, j'arrive à rien faire. C'est juste qu'il y a des moments de convergence et des moments de divergence. Ouais. Mais du coup, t'es nomade ou Je l'étais encore jusqu'à l'année dernière. Là, je suis dans le nord de la France. On va dire j'ai plus un pied à terre. Ouais. Et en fonction de ça, j'ai plus de gens chez moi, quoi. On va dire ça.
Ok, d'accord. Et du coup, tu l'as vécu comment, juste pour revenir sur cet aspect un peu personnel, la vie un peu digital nomade, s'organiser, voyager. Tu disais que tu étais à Bali, c'est ça? Ouais, bah, j'ai vécu un an à Bali, et puis après, l'année dernière, avec ma compagne, on a fait un peu le tour de l'Europe, mais tout en bossant et en voyageant. C'est une super expérience, mais je pense que faut prendre en compte que c'est pas totalement compatible avec le meilleur de Ouais. toi-même d'un point de vue pro. En tout cas, faut le prendre en compte, et parce qu'il y a des moments où on n'est pas, on est sur une table de café à apprendre un truc important. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Si c'était à refaire, et c'est d'ailleurs, bon, j'ai passé 1 an ou 6 mois, je crois, à faire ça. Mais la réalité, c'est que, en fait, faut ajuster ses ambitions professionnelles en fonction de ses ambitions personnelles de voyage. Ouais. Pourquoi on y va. C'est comme si on fait un super co-living avec des gens, ça sert à rien d'être cloîtré 8 heures par jour sur un ordi si le but c'est de rencontrer des gens. Je pense que c'est plus ça, donc matcher ça, et donc à la fin du co-living, enfin des voyages, c'est ce que je faisais, c'est que du coup j'étais ok de peu travailler, pas frustré, parce que c'était prévu de pas beaucoup travailler. Par contre, si on se dit on va cartonner ici, c'est comme si dans le même mois on a 2 épreuves sportives hyper importantes, et que dans le même mois on doit faire un régime, et que dans le même mois on doit sortir des vidéos, et que dans le même mois on doit d'un point de vue taf on a un super truc, et dans le même mois on a son enfant qui va à l'école. En fait, c'est pas le même mois qu'il faut faire tout ça. C'est bien de Ouais. d'espacer. Oui, bon, on dirait moi un peu ça. Je suis un peu comme ça, je prévois tout en même temps. Et puis bon, bah, évidemment, je n'arrive pas à tout faire. Mais bon, j'apprends, moi aussi, j'apprends beaucoup avec le temps. Mais en tout cas, bah, merci pour ce partage. Là, ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on discute. Et je trouve qu'on a autant eu de toi, de ton parcours, de qui tu es. J'ai l'impression d'avoir appris à te connaître là comme ça très rapidement et de savoir beaucoup de choses sur toi. Et en même temps, on a eu des conseils très concrets et très applicables et très réalistes. Donc, je pense que ce podcast, on a fait un grand tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je te pose mes 2 petites dernières questions? Non, écoute, je pense que si on a réussi à avoir ce panel, on va dire, d'informations, c'est que tu as bien fait ton travail de podcasteuse et de questions. Donc, merci à toi de m'avoir invité et de poser toutes ces questions. Je trouve ça trop cool. J'y travaille, j'y travaille. Bah, bon, malheureusement, je vais pas poser toutes les questions que j'avais notées, bien évidemment, mais bon, c'est toujours comme ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver et travailler avec toi? Alors, principalement sur YouTube, donc Shubham Sharma. Et je suis un peu actif sur LinkedIn, mais pas tant que ça. Mais c'est bien de m'avoir sur LinkedIn parce que je poste, on va dire, une fois tous les X des choses. Donc LinkedIn et YouTube, Shubham Sharma. Un peu comme vous le voulez, vous l'écrivez, mais vous retrouverez normalement la bonne orthographe parce que j'ai bien bossé mon SEO. Donc voilà. Ouais. Tiens, d'ailleurs, comment tu le vis, cette histoire de LinkedIn où tout le monde poste tous les jours, il faut craquer le game de LinkedIn et avoir 50 000 personnes qui nous follow. Je trouve ça très stressant, bon, à la fois super, mais très un peu encore une nouvelle plateforme où il faut être très régulier. Bah en fait, moi je le vis assez bien parce que du coup je joue pas le jeu. Mais en fait, faut être clair qu'est-ce qui est important, parce que si on écoute le monde, tout est important, mais du coup, qu'est-ce qui est important pour nous si on se laisse aller sans se poser la question, ce qui est important pour nous, c'est plutôt c'est les autres qui guident un petit peu, c'est plus nous, quoi. Donc c'est ça le truc, c'est que la moindre pub, la moindre envie, en fait, on est esclave des envies de nos envies, et ça peut être un peu dangereux. Donc voilà, moi je gère pas trop, quoi, en tout cas. Trop bien, bonne punchline. Super. Et ma dernière question, est-ce que Shubham, tu penses qu'aujourd'hui tu as révélé pleinement ton potentiel? C'est une bonne question. En tout cas, je suis au max de ce que je peux être en 2023 par rapport au potentiel que j'ai. Et plus ce potentiel se construit, plus j'avance. Donc ouais, c'est une courbe en tout cas qui est très linéaire avec, très proche de. Si j'avais ma courbe de potentiel et la réalité, les deux sont collés tout le temps et j'avance. Trop bien. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup. On te retrouve sur YouTube, Shubham Sharma, un petit peu sur LinkedIn aussi. Merci à toi. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, c'est top, merci Fanny. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.